La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K en Suisse alémanique et sur la voix du peuple de Radio Avou l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Merci infiniment à vous qui allez tapoter, partager cette émission sur TikTok live. Nous sommes au Togo. Le faible taux de participation observé lors des élections municipales du 17 juillet 2025 évoque la problématique des élections au Togo. Il soulève de profondes interrogations, notamment l'abstention massive qui ne relève pas d'un simple désintérêt, mais témoigne d'un désenchantement profond vis-à-vis du système politique verrouillé et frappé d'illégitimité. Elle exprime également une forme de désobéissance silencieuse, traduisant la perte de confiance dans l'efficacité du vote comme levier de changement. Interpellée, l'opposition togolaise doit forcément se poser de multiples questions. Comment interpréter ce message fort du peuple ? Quelles leçons tirer de ce retrait progressif de l'espace électoral formel ? Et surtout, comment capitaliser cette attitude du rejet du système pour bâtir une mobilisation stratégique contre la 5e République pensée par le clan Gnassingbé pour consacrer la monarchisation de ce pays ? Amis auditrices et auditeurs de Radio Canal K de Radio Avou l'été, il importe donc aussi de replacer ce contexte dans l'histoire des boycotts électoraux au Togo, notamment celui des élections législatives de 2018 qui a laissé le Parlement entièrement aux mains du pouvoir. Cette stratégie de boycott s'est relevée comme une lame à double tranchant. Elle a non seulement affaibli la représentativité de l'opposition, mais aussi et surtout, elle a ouvert la voie à cette tragédie de coup d'État constitutionnel, changement de conditions de régime politique qui nous fait courir dans tous les sens. Il faut noter que ces expériences passées offrent également des enseignements cruciaux pour éviter les erreurs du passé, adapter les luttes futures et capitaliser la colère silencieuse du peuple pour construire une alternative démocratique, crédible et inclusive. Et nous lançons le débat citoyen avec nos invités, la plupart des journalistes, des professeurs d'université et également membres de la diaspora. Que comprendre du faible taux de participation du peuple aux élections municipales ? Quelles leçons l'opposition peut-elle en tirer et comment capitaliser l'attitude du peuple au profit de la mobilisation contre la 5e République ? Nous lançons le débat également avec vous. Merci et bienvenue dans l'émission Fenêtre sur l'Afrique et la voix du peuple de Radio Avou l'été. Koukoulé, Tetinta. Radio Avou l'été, l'esprit patriotique. Et nous accueillons en ligne depuis Lomé notre premier invité, Ambroise Kpondjo, directeur du journal hebdomadaire des Guardians. Bonsoir Ambroise Kpondjo. Oui, bonsoir Amos, bonsoir les fidèles auditeurs de Radio Canal K depuis la Suisse. Merci beaucoup. Nous sommes écoutés également sur Radio Avou l'été. Alors, Ambroise Kpondjo, les résultats provisoires des élections communales du 17 juillet 2025 donnent, selon la CENI, plus de 75% des sièges de conseils communaux au Parti uni, parti au pouvoir. Mais avec les jeux d'alliance, il est très probable que l'opposition ne soit plus à la tête d'aucune commune au Togo. Ambroise Kpondjo, vous êtes un journaliste proche de la population. Quelle lecture faites-vous des conséquences de la participation aux élections communales par une partie de l'opposition et du faible taux à cette élection municipale ? Oui, votre question, elle est à la fois d'actualité et en même temps pertinente, d'autant plus que, effectivement, les Togolais viennent de laisser derrière, il y a à peine une semaine ou 10 jours, les élections municipale, la deuxième du genre depuis la nuit des temps. Et ces élections ont connu une abstention record, en tout cas sur le plan réel, sur le plan visible, en dehors du chiffre ou des chiffres que la CENI a donné. Les élections n'ont pas connu d'engouement. Les bureaux de vote ont été désertés. C'est partout dans le pays, hein. D'abord dans le Grand Lomé, à Lomé et ses quartiers périphériques. Et ensuite, dans plusieurs villes qu'on nous a citées
en termes de témoignages. Et tout simplement parce que, d'abord, les Togolais sont découragés sur la chose électorale. En plus, il y a découragé tout simplement parce que depuis un certain temps, depuis plusieurs années déjà, aucune élection n'a donné réellement les résultats qui devaient sortir des urnes. Si nous prenons le cas de 2005, où il y a eu plusieurs dizaines, voire des centaines de morts, quand Faure Gnassingbé accédait au pouvoir, d'aucuns savaient déjà qu'il doit y avoir une mascarade, parce qu'il fallait couler le sang pour pouvoir venir. On ne peut pas couler le sang et laisser autre personne venir au pouvoir pour venir nous juger. Et donc, à partir de là, les choses ont semblé être scellées. 2010, même avec l'accord UFC-RPT, ça a été la même chose. 2015, le summum, surtout je parle des élections présidentielles, le summum a été atteint en 2020 quand Agbomey Kodjo, tout le monde le sait, avait gagné l'élection et qu'on nous a servi un autre résultat. Et jusque-là, pour autant, les Togolais ont toujours continué à avoir foi d'obtenir un jour l'alternance à travers les urnes, ne serait-ce que à travers toutes les élections, que ce soit les élections présidentielles et législatives surtout. Et en 2018, c'était la grande surprise. Tout le monde avait appelé au boycott des élections parce que les conditions qui précédaient les élections n'étaient pas réunies. C'était la pire des conditions qui existaient et n'auguraient rien de bon pour laisser croire à l'opposition de participer à ces élections. Et donc, là, vous parlez des élections législatives de 2018. De 2018, oui, de 2018. C'était le summum des boycotts. C'est-à-dire que si on devait avoir un taux de participation au cours de ces élections sur le plan national, je ne crois pas, en toute sincérité, que cela puisse dépasser les 5%. Et pourtant, le pouvoir nous avait servi un taux de plus de 50%, je crois. Alors, ils avaient pensé, après ces élections en 2018, et qui avait amené des députés à l'Assemblée, même si l'opposition était de façon infime représentée à cette Assemblée, il y avait l'UFC en ce temps-là. Et ces élections ont reformaté la vie politique à travers certains acteurs politiques, certains partis politiques qui ont occupé l'Assemblée, qui a vu la modification de beaucoup de choses. Le découpage électoral, le code électoral, même le fichier électoral, tout ça a été revu par cette Assemblée-là, 2018 à 2023. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Mais c'est ça même qui a lancé aussi la décentralisation après les 20 années des délégations spéciales. Et donc, cette décentralisation consacrée, on devait avoir des élections en 2019, la première élection locale, puisqu'on se dit que c'est les élections qui concernent la base, les citoyens qui gèrent eux-mêmes à travers leurs élus tout ce qui touche leur quotidien, dans leur quartier, dans leur canton, dans leur commune. Et donc, ces élections ont été organisées et ça a quand même connu un certain engouement. Mais la grande faute note de ces élections, des outils ou des institutions devant amener à ces élections, c'est l'émiettement du territoire, des territoires, des villes de plein exercice. La ville de Lomé, par exemple, a été fractionnée en plusieurs communes, je crois que c'est en 7 communes. On a érigé le canton d'Agoye en préfecture, et là aussi ils se sont retrouvés avec plusieurs communes. Et donc, contrairement à ce qui se passe à Dakar, au Bénin, et ailleurs en France, où on appelle commune de Lomé, commune de Dakar, commune de Cotonou, tout simplement pour des raisons politiques, les fiefs, les capitales étant toujours considérées comme des fiefs de l'opposition, il faut tout faire pour les émietter, pour les sevrer des entrées économiques que sont surtout les marchés et les grandes entreprises. Et donc, ces élections-là ont enclenché le processus de décentralisation, la pratique de la décentralisation, mais une pratique qui n'a pas du tout respecté les règles de la loi de 82, de la loi des fers de 82. Je parle bien de la France.
où la décentralisation est née. Et donc, la loi a été modifiée une fois, deux fois, trois fois pour permettre au pouvoir en place d'avoir les yeux, notamment sur les compétences à attribuer à certaines communes ou à certains exécutifs de communes. Là, il y a les compétences propres, il y a les compétences partagées et il y a aussi les compétences attribuées complètement à des communes. On a vu ce qui s'est passé aussi, le pouvoir, l'intrusion du pouvoir à travers le ministère de l'administration territoriale. Et là, aujourd'hui, sans avoir fait le bilan des 6 ans passés par les maires à la tête des communes ou les conseillers passés à la tête des communes, nous voilà encore demander à aller à des élections municipales. Et cette fois-ci, le pouvoir a su prendre l'expérience de la première communale, de la première élection communale, pour pouvoir damer l'opinion. Et là, on ne dirait même pas que c'est les résultats qui sont sortis des urnes. On dirait plutôt que c'est des résultats, c'est des chiffres qui nous ont été imposés. On voit certains partis politiques qui aujourd'hui ne sont que l'ombre d'eux-mêmes, je parle bien de l'UFC et autres, qui se retrouvent en troisième position. On ne sait même pas par quelle alchimie. Et les partis de l'opposition qui devaient prendre le devant de la scène au vu de l'engouement et des réalités que nous avons sur le terrain se retrouvent avec 21 sièges. Et là, on a compris que c'est la même chose qui s'est passée au cours des élections législatives, même au niveau des élections régionales et tout ça. Donc aujourd'hui, on doit dire que les élections, la décentralisation a été faussée pour des raisons politiques. D'accord. Alors, Ambroise Kpondjo, si on comprend bien votre développement, donc ces chiffres avancés d'ailleurs, mais ces résultats annoncés, bien provisoires, annoncés par la CENI, ne correspondent pas à la réalité par rapport à ces élections municipales au Togo, boycottées pour la plus grande partie par le peuple. Donc, contrairement au taux de participation fantaisiste de 55% communiqué par la CENI, beaucoup d'observateurs ont constaté que même les militants et sympathisants des partis de l'opposition à lice pour les communales ne sont pas mobilisés pour aller voter. Alors, Ambroise Kpondjo, la dernière question que j'aimerais bien vous soumettre en ligne depuis Lomé. Alors, quelles leçons l'opposition peut-elle en tirer et comment capitaliser l'attitude du peuple togolais au profit de la mobilisation contre la 5e République, Ambroise Kpondjo? L'aspect qu'il faudra ajouter avant de répondre à votre question au boycott, c'est que ce boycott a été aussi effectif à cause de l'appel des blogueurs et de nos frères de la diaspora qui ont demandé le boycott de ces élections, qui s'alignaient directement sur leur vision de voir partir du pouvoir Faure Gnassingbé. Alors aujourd'hui, les faits sont là, la 5e République est là. Là aussi, il va falloir dissocier les choses. C'est vrai que nous sommes, selon ce pouvoir, dans une 5e République, mais la majeure partie du peuple et les forces d'opposition, c'est-à-dire la société civile et l'opposition politique, n'est toujours pas et ne sera jamais, selon les termes utilisés par plusieurs de ces acteurs politiques, dans la 5e République. Même si les noms et les manigances le démontrent, les faits le démontrent, ils sont toujours dans la 4e République. Et donc, ce qui signifie que, d'abord, les élections municipales faites pour la première fois en 2019 c'était sous la 4e République. Et donc, beaucoup d'acteurs politiques, beaucoup de gens se retrouvent toujours dans la 4e République. Maintenant, quand on parle de la 5e République avec l'occupation entière de tous les éléments de la vie politique togolaise, notamment l'Assemblée, le Sénat et les conseils régionaux, voire les conseils municipaux, on a l'impression que on retourne dans le parti-État. On retourne dans un pouvoir, dans un régime que Yadira avait dirigé, où l'opposition n'avait pas sa place. Et donc, aujourd'hui, l'opposition, faut-il le dire, est au pied du mur, comment on dit ça, est à la croisée des chemins, même si, on le sait, l'erreur n'est pas toujours du côté de l'opposition, parce que c'est le pouvoir qui fait en sorte, qui fait tout pour pouvoir garder la main sur les maillons essentiels du pouvoir, les 3 pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Puisque la fameuse 5e République dont on parle
est une émanation de changement radical de la Constitution de la 4e République, sans consultation aucune du peuple togolais, sans passer par un référendum. Ce n'est même pas une révision constitutionnelle, c'est un changement de Constitution, ce qui est une entorse, c'est une violation flagrante de la Constitution que le peuple togolais s'est donnée en 92 à 97, et plus %. Et aujourd'hui, pour ceux-là qui sont dans l'expectative de voir les prochaines élections se dérouler dans les mêmes conditions, sans revenir sur le découpage électoral qui est inique et discriminatoire, sans revenir sur le code électoral, le cadre même, c'est-à-dire le code électoral qui est biaisé au profit du pouvoir, sans revenir sur le fichier électoral qui serait rempli de plusieurs centaines de morts, et sans revenir sur la recomposition de la CENI qui devait être recomposée chaque année, mais depuis lors, certains sont devenus des fonctionnaires de la CENI depuis plus de 20 ans et ils sont toujours là. Je parle bien des Porto-Ferré et des Colani et autres qui sont toujours là. Et donc, aujourd'hui, ce que l'opposition, à mon sens, doit faire, c'est de reprendre la lutte, le combat pour obtenir un rapport de force, obliger le pouvoir de Lomé à discuter du réel et du vrai, pas des dialogues qui accouchent une souris au profit toujours du régime qui est là depuis 60 ans, mais créer un véritable rapport de force, puisque le seul moyen d'accession au pouvoir chez nous, pour le moment, c'est les élections. Et voilà, les élections sont violées de toutes parts, et comment cette opposition devait s'aligner, c'est de recréer avec synergie, avec toutes les forces, des stratégies pour pouvoir obtenir un rapport de force. Soit, ce n'est pas des manifestations, parce que quand vous demandez aux gens de manifester, ils refusent. Vous avez les moyens de manifester parce que la Constitution de la 4e République vous l'autorise. Et quand les mêmes pouvoirs ne vous autorisent pas à manifester, et au même moment, vous avez besoin de créer un rapport de force, de revendiquer, que ce soit des droits sociaux ou socioculturels, surtout politiques, vous êtes dans l'obligation de le faire pour pouvoir obtenir un rapport de force et obliger le pouvoir à discuter sur les meilleures conditions d'élection dans ce pays. En dehors de ça, les autres voies d'accession au pouvoir, dans d'autres pays, on le connaît, c'est les armes. Parce que c'est un ministre avait dit, l'opposition n'a qu'à aller chercher des armes. Ou soit, c'est l'insurrection populaire. Et donc, pour le moment, l'opposition s'accroche aux élections qui ne lui donnent pas toujours gain de cause parce que les votes multiples, les procurations multiples ont damé l'opinion avec des fraudes massives de bourrage des urnes dans une commune de 8 000, de 100 000 quelque chose, c'est 8 000 inscrits. Vous allez voir, près de 3 800 ont voté par dérogation. Comment on peut expliquer ça? Comment peut-on expliquer ça? Et donc, les réalités sont tout autres, hein, qui ne répondent à aucun standard international en matière d'élection. Et donc, le Togo est un pays qui est spécial. Donc, aujourd'hui, l'opposition a devant elle un pouvoir autiste, un mur qu'il faut casser pour pouvoir avancer. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour vos analyses. Aline depuis Lomé, Ambroise Okpondio, directeur du journal hebdomadaire des Guardians. Bonsoir et à très bientôt. Merci. Merci à vous. Merci à vous à tous. Bonsoir ceux qui nous ont suivis. À bientôt. Radio à vous l'été. La voix de la résistance africaine. Et comme annoncé, nous accueillons en ligne nos invités. D'abord, professeur David Ekwedossé en ligne depuis Lomé. Bonsoir. Amos, bonsoir. Bonsoir également aux autres invités. Et je salue tous ceux qui nous suivent. Vous êtes premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout qui est membre de Tournons la page à l'international. Depuis Ottawa, au Canada, nous accueillons professeur Djabouré Aimé Gougué. Bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir aux autres invités, bonsoir aux éditeurs. Merci de votre disponibilité. Vous êtes président de l'Alliance des démocrates pour un développement intégral ADI. Au niveau de la diaspora, depuis Liège en Belgique, on accueille Coco Philippe Amendodi. Bonsoir. Bonsoir Sylvain, bonsoir professeur David Ekwedossé, bonsoir professeur Aimé Gougué, bonsoir à tout le Togo. Merci Coco Philippe Amendodi, membre de DTB Diaspora
togolaise en Belgique. Et comme tout se passe à Lomé au Togo, on accueille en premier professeur David Ekwe Dossé. Tantôt, il faut quand même rappeler, pour ces élections municipales, vous n'êtes pas candidat, mais vous êtes très proche également du peuple et de l'opposition, puisque vous y travaillez ensemble en synergie. Alors, professeur David Ekwe Dossé, sans langue de bois, vous avez observé ces élections, boycott total, dira-t-on. Alors, que comprendre du faible taux de participation du peuple à ces élections municipales, professeur David Ekwe Dossé? Alors, à mon sens, le peuple est dans un état d'esprit de tourner la page. Il faut tourner la page de la gouvernance actuelle. Il faut une rupture avec une classe dirigeante qui est illégitime, qui est irresponsable, qui est irrespectueuse. Et donc, cela commence par justement démontrer clairement qu'on ne veut plus obéir et qu'il faut désobéir lorsqu'il s'agit de participer, par exemple, à des élections comme les élections municipales. Donc, c'est vraiment un sentiment de tourner la page, un sentiment de rupture que le peuple a manifesté le 17 juillet de cette année. D'accord. Bon, donc vous comprenez que le peuple tourne la page, le peuple ne fait plus confiance à ces élections qui ont perdu tout sens pour le peuple togolais. Alors, vous êtes aussi très proche de l'opposition, et là il faut le dire sans langue de bois, puisque vous êtes dans une série d'actions. Alors, quelle leçon l'opposition peut-elle en tirer et comment capitaliser l'attitude du peuple togolais au profit de la mobilisation contre surtout la 5e République? Oui, je crois que si l'opposition comprend que le peuple est dans cet état d'esprit, c'est-à-dire c'est une vraie volonté de changement, une vraie volonté de rupture, le peuple a besoin d'un vrai projet qui démontre sa capacité de tourner la page de cette gouvernance actuelle. Alors il faut proposer justement ce projet au peuple. Donc l'opposition, de mon point de vue, ainsi que les organisations de la société civile, en tout cas tous les acteurs de terrain qui veulent le changement, doivent proposer. Et nous pensons que les réflexions ont déjà commencé, des actions ont même déjà commencé. Et parmi les actions, une qui nous paraît évidente, c'est cette nécessité d'une vraie synergie, d'une vraie convergence des forces alliées. Mais nous, de la société civile, nous insistons sur cet aspect. La convergence des forces alliées suppose qu'on se comporte comme des alliés. On ne peut pas être des alliés et se tirer dessus, estimer que nous avons raison, les autres ont tort. Il faut publiquement démontrer que les autres ont tort. Il faut dépasser ce cap et se dire que nous sommes des forces alliées, les stratégies peuvent être différentes, mais lorsque nous avons le même objectif, on peut quand même s'entendre sur un dénominateur commun et proposer quelque chose de cohérent au peuple, quelque chose qui démontre sa vraie volonté de convergence, sa vraie volonté de fonctionner en forces alliées. Et je pense que là, ça pourra être une première étape. Bien sûr, il y a d'autres étapes et je vous assure que les réflexions ont déjà commencé en ce sens. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que ce serait comme si j'étais en train de dévoiler un certain nombre de choses. Mais le maître mot demeure convergence des forces alliées et comportement en alliés sur le terrain. Avant de relancer le professeur Aimé Djabouré Gogué, qui aussi, son parti a participé à ces élections municipales au Togo. Déjà, hier, justement 25 juillet, la société civile devrait organiser une manifestation en hommage aux martyrs, puisque les dernières manifestations au Togo ont fait au moins 7 morts. Alors, cette manifestation a été interdite par le pouvoir de Lomé, mais dans une lettre de contestation, vous êtes revenu sur cette interdiction et qui, selon vous, est une entrave à la liberté d'expression, à la liberté de manifester au Togo. Bien évidemment, Amos, dans tous les pays du monde, même dans les pays supposés avec un régime autoritaire, lorsque vous avez une situation de tragédie nationale, lorsque vous avez des gens qui meurent de façon tragique, il est de bon ton, quel que soit le nombre des personnes décédées, il est de bon ton qu'on autorise, qu'on permette au peuple de s'émouvoir, de se recueillir, de s'unir. Le sentiment de solidarité, je crois que c'est quelque chose qui est inhérent à l'être humain. La dignité humaine suppose que devant la mort, on puisse s'arrêter un instant et avoir du respect pour les victimes et de la solidarité, manifester de la solidarité à l'endroit des familles de victimes. Mais lorsque au Togo, vous avez une telle situation et que une première fois, on vous refuse la possibilité
de vous émouvoir. C'est un droit, moi j'estime. La possibilité de pouvoir s'émouvoir dans une telle situation, c'est un droit. On vous refuse ce droit une première fois. Vous revenez ensuite, vous déposez une gerbe, et au moment de vouloir déposer la gerbe, vous avez des énergumènes en uniforme, encagoulés, qui vous interdisent l'accès d'une berge. Mais Amos, vous êtes journaliste, je sais que vous voyez plein d'images à travers le monde où quand il y a des situations comme ça, les gens viennent déposer des fleurs, les gens viennent déposer des bougies qu'ils allument. Et là, on vous interdit de déposer une gerbe et en plus, on a le culot de vous intimer l'ordre de venir ramasser la berge. Mais excusez-moi, ce sont des êtres humains qui sont en face de nous ou ce sont des animaux? Parce que c'est complètement bestial comme comportement. Alors, après cela, on nous dit, vous ne pouvez pas parce que nous sommes en campagne électorale, il peut y avoir des caravanes qui vont croiser la marche silencieuse citoyenne. Nous ne sommes pas d'accord, mais nous disons, nous sommes républicains, il y a une autorité, même si elle est illégitime, nous allons respecter, l'autorité demande de reporter. Tout le monde sait que la campagne est passée. Tout le monde sait que le scrutin a eu lieu le 17 juin. Entre le 17 juillet et le 25 juillet, comptez vous-même le nombre de jours. Et alors, nous sommes totalement surpris lorsque l'administration territoriale vient encore nous dire que le processus électoral n'est pas fini et donc nous n'avons pas le droit de nous émouvoir. Mais Amos, j'essaie de rester calme et respectueux, mais ces autorités mériteraient qu'on utilise des mots. Je vais rester calme. Non, je sens que vous êtes en colère quand même. Je vous comprends. Comme des êtres humains, il y a des comportements qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas accepter. Et tenez-vous bien, en même temps qu'on interdit à des citoyens de se recueillir et de soutenir des familles éplorées, en même temps, vous avez toute la classe dirigeante, toute l'administration publique, tout l'appareil d'État qui va festoyer. Je n'ai rien contre les fêtes traditionnelles. Je respecte les traditions de chaque ethnie. Je respecte les fêtes des Valas. Mais c'est quelque chose qu'il faut célébrer. Mais quand dans le même temps, on nous fait comprendre que le processus électoral n'étant pas fini, nous ne pouvons pas exercer une manifestation publique. Et dans le même temps, nous avons tout l'appareil d'État, tout le soutien d'État qui est mis en branle pour des activités de masse en public. Vous comprenez qu'on soit en colère. On a le sentiment d'être des citoyens de seconde zone, ou alors de ne même pas être des citoyens, d'être des sujets, parce que nous savons tous que les citoyens ont des droits, et ceux qui n'ont pas des droits, ce sont des sujets qui sont assujettis à un souverain, qui sont là pour le bon vouloir du souverain ou de son administration. Non, moi je ne me considère pas comme un sujet, je me considère comme un citoyen et j'ai des droits. Donc, voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous trouvons que la réponse de l'administration territoriale, elle est totalement indécente, elle est irrespectueuse, elle ne nous respecte pas. J'espère que la lettre ouverte qui a été écrite, je crois, sur un ton très respectueux, mais suffisamment ferme, permettra à tout un chacun d'entendre raison et de faire en sorte que on puisse permettre aux citoyens qui ont mal, qui sont dans la douleur, qui sont dans la souffrance, d'exprimer cela. Et je pense que la douleur n'a pas besoin d'une autorisation de l'administration avant de pouvoir s'exprimer. Merci Amos. Tout à fait. En tout cas, avant de donner la parole au professeur Aimé Tchaboué-Gougué, professeur David de Kodoussé, il faut quand même rappeler que cette action, votre action de manifester, en hommage à ces martyrs, à ces victimes, 7 morts lors des dernières manifestations au Togo, cette action a été saluée et soutenue par le mouvement des blogueurs, comme on le dit, M66. Merci de me le rappeler, effectivement, bien sûr. Mais les Togolais, qui sont des êtres humains, qui sont des personnes dignes, comprennent que dans de telles situations, on ne peut pas laisser les familles porter seules le fardeau du deuil. Mais justement, au vu du contexte, il est important que ces familles se sentent épaulées et que ces familles se sentent soutenues. D'ailleurs, elles sont venues nous dire qu'elles se préparaient pour les cérémonies du 40e jour. C'est un autre volet de la discussion. Peut-être qu'on aura l'occasion lors d'un autre débat pour revenir là-dessus. Mais ce que je voulais dire, c'est que effectivement, le M66 a compris quand même que, mais il s'est passé des choses suite aux manifestations des 26, 27 et 28 et qu'il était important de continuer à soutenir ces familles. Au-delà du M66, nous avons d'autres personnalités. Là, je parle de la diaspora, parce qu'au Togo, nous savons effectivement que beaucoup sont dans cet état d'esprit. Vous avez Pyramide qui a également
appelé, aidé à organiser des journées de deuil national et soutenu financièrement. Vous avez d'autres personnalités qui ne sont pas membres d'organisations qui ont même soutenu financièrement. Et donc, tout cela est à saluer. Il faut vraiment remercier tous ceux qui se sentent concernés par cet acte humain. On est des êtres humains et face à la mort, nous avons le devoir d'avoir un comportement humain et non un comportement bestial. Donc, comportons-nous comme des êtres humains et c'est ce que nous voulons faire ici à travers cette cérémonie d'hommage aux victimes et de cette cérémonie de soutien aux familles de victimes. D'accord. En tout cas, merci de votre réaction. Puisque vous n'avez pas assez de temps, je vais devoir relancer professeur Aimé Tchaboué-Gouagué et puis vous relancer si vous avez bien évidemment un dernier message à l'endroit de la population togolaise au Togo comme de la diaspora. Alors, professeur Aimé Tchaboué-Gouagué, vous avez suivi tout à l'heure professeur David Doucet par rapport à ces élections. Le Togolais a donné un signal fort de rupture totale. Alors justement, les résultats provisoires des élections communales du 17 juillet 2025 donnent, selon la CENI, Commission électorale nationale indépendante, plus de 75% des sièges de conseillers communaux au parti Union pour la République, parti au pouvoir. Alors, avec le jeu des alliances pour choisir les maires, il est très probable que l'opposition ne soit plus à la tête d'aucune commune au Togo. Alors, professeur Aimé Tchaboué-Gouagué, vous êtes de l'a dit, votre parti a participé à ces élections municipales. Alors, quelle lecture faites-vous des conséquences de la participation aux élections communales par une partie de l'opposition? Merci David, merci Amos, surtout merci David pour sa sortie. Non, je suis totalement d'accord avec ce que David a dit. Ce que nous avons expérimenté le 17 juillet montre un rejet total de la population de la gouvernance actuelle. Il va de soi que c'est une manière aussi de montrer qu'elle est fatiguée des élections et que ça ne donne absolument rien. C'est vrai, nous devons en tirer une leçon et savoir que les conditions dans lesquelles ces élections sont organisées ne sont pas bonnes. Mais moi, ce que je dois dire, c'est que David l'a dit implicitement, c'est que, je l'ai dit un peu auparavant, je l'ai écrit, j'en ai parlé, aucun camp de l'opposition ne gagne de cette élection. D'abord, comme vous l'avez dit, comme tu viens de le dire, il est fort probable qu'une mairie ne soit dirigée par l'opposition. Je crois que c'est une perte, même si nous reconnaissons que dans le système actuel dans lequel nous nous situons, c'est un système autoritaire où les pouvoirs décentralisés n'ont aucun pouvoir. Les mairies n'ont pas de pouvoir significatif par rapport au gouvernement. Mais c'est une perte si nous n'avons aucune mairie. Donc, je crois que pour nous, c'est très important de savoir que la situation est très grave. Tout ce que David a dit, ça révèle la volonté ferme de ce gouvernement de s'accrocher au pouvoir, de régenter toutes les parties de la vie sociale du pays. Vous ne pouvez pas détenir le pouvoir, vous ne pouvez pas vous sentir légitime, vous ne pouvez pas dire que 75% ou bien 90% de la population vous supporte et interdire à une partie de la population de manifester du moins sa colère ou bien son désarroi lorsqu'il y a des personnes qui sont assassinées lors des manifestations. Je crois que ce qui est plus important, ce sur quoi on doit discuter, David l'a dit implicitement, c'est de fermer la page, d'oublier ces élections. D'oublier ces élections, de cesser de dire que tel parti a raison, tel parti n'a pas raison, surtout au sein de l'opposition. Moi, lorsque je lis ces derniers jours sur des plateformes, des gens que je croyais responsables, dire ouvertement que non, eux vont travailler à la destruction d'un parti, à la disparition d'un parti, à la disparition de personnalités de l'opposition, je suis ahuri. Je parle notamment de l'ANC. Lorsqu'on dit ça, ça me travaille. Je dis, mais est-ce qu'on comprend? Même si on pense du mal du responsable de l'ANC, on doit reconnaître que l'ANC a des militants et dans le processus de combat dans lequel nous engageons actuellement, nous avons besoin de maximum de personnes qui sont en mesure de lutter contre ce régime. Et ce n'est pas en se divisant, ce n'est pas en disant qu'on a raison, sans pouvoir le démontrer par ailleurs que nous allons y arriver. Professeur Gouagué, je ne vous coupe pas, est-ce que vous ne tombez pas dans ces commérages politiques sur les réseaux sociaux?
Non, pas du tout. Moi, ce que bon, vous me lisez, vous m'écoutez. Moi, ce que je dis aux gens, écoutez, fermons la page, cherchons la stratégie commune pour y arriver. C'est ce que David l'a dit. Nous ne pouvons pas nous autoriser actuellement, l'opposition, actuellement, de continuer à nous diviser, alors que les forces qui tiennent, autoritaires, qui nous tiennent, qui nous régentent, cette force a de moins en moins d'adeptes. Alors, nous contribuons, ils ont de moins en moins d'adeptes, de moins en moins, pas d'emprise, mais de moins en moins d'adeptes. Et nous, de l'autre côté, qui devons chercher à nous agrandir, à nous renforcer, nous continuons à trouver des moyens pour nous diviser. Je crois que ça n'est pas des commérages, mais il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils ont raison. Vous voyez, de temps en temps, depuis les élections, je prends quelques temps pour intervenir sur les plateformes, ce que je ne faisais pas depuis quelques moments. Parce que ça, je suis totalement surpris de comprendre que des gens persistent à croire qu'ils ont totalement raison, sans aucun effort de doute, de tolérance et d'acceptation de ce que l'autre dit. Alors c'est pourquoi je dis non, fermons cette page des élections et essayons de travailler pour voir la stratégie commune qui va nous amener à chercher le régime en place du pouvoir. D'accord. Voilà, maman. Tout à fait. En tout cas, votre réaction est à saluer. Alors, je vais relancer professeur Aimé, professeur Dessay, puisqu'il n'a pas assez de temps. Alors, vous avez suivi tout à l'heure professeur Aimé Tchagouré Gogué de l'ADI. l'ADI a participé à ces élections locales. Nous devons fermer la page de ces élections. Alors, il a encore rappelé ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, ce que nous, à Radio, Canal K, Radio Avouleté, nous qualifions de commérage politique, entre guillemets, même si nous comprenons l'indignation de certains Togolais qui fustigent la participation de l'opposition à ces élections. Alors, professeur Dessay, votre dernier message, je reviens en charge sur ma question. Alors, pour vous, par ce boycott, le peuple a lancé un signal fort à toute la classe de l'opposition de la société civile, rupture totale, vous l'avez dit. Alors, comment maintenant, je reviens en charge sur ma question, comment capitaliser l'attitude du peuple au profit de la mobilisation contre la 5e République, professeur Dessay? Oui, alors d'abord, je voudrais renforcer ce que le professeur Aimé Gogué vient de dire et que vous avez appelé des commérages. Malheureusement, ces commérages, ils existent depuis quelques années. On a beau demander aux personnalités, leaders d'opinion, de faire attention, de ne pas verser dans ce genre d'attitude, mais malheureusement, ça persiste. Et j'avoue que personnellement, je n'ai jamais compris que l'on soit incapable de proposer quelque chose, mais que l'on soit toujours enclin et apte à chercher à détruire d'autres qui font des propositions. L'attitude la plus logique serait déjà de soi-même faire des propositions pour faire avancer la lutte, plutôt que de chercher à détruire ce que d'autres font, peut-être avec des erreurs, mais au moins, ceux-là essayent, et sans essayer, on ne peut jamais réussir ou commettre des erreurs. Voilà ce que je voulais dire pour renforcer ce que le professeur Aimé Gogué a si justement rappelé. Ensuite, oui, je pense que dans l'esprit des Togolais, aujourd'hui, la mobilisation, elle est déjà acquise. Mais cette mobilisation doit se transformer en mobilisation sur le terrain. Il faut que massivement, dans tout Lomé, la mobilisation puisse être réelle, que cette mobilisation ne soit pas simplement acquise dans certains quartiers, je dirais par exemple les quartiers du sud, sud-est, parfois les quartiers nord de la capitale. L'idéal pour nous aujourd'hui, ou bien l'important pour nous, c'est d'arriver à obtenir cette mobilisation qui doit être une mobilisation massive dans plusieurs localités, aussi bien à la capitale, Lomé, mais aussi à l'intérieur du pays et même dans la diaspora. Nous avions pu le faire en 2017 et en 2018. Il faut qu'on en arrive là. Il faut que lorsque on manifeste à Bay, il faut qu'en même temps on manifeste à Agoué, il faut qu'en même temps on manifeste à Zanguera, en même temps on manifeste à Tchévier, à Anéro, à Sokolé, à Kara, à Dapan, et également en Europe, et également peut-être aux Amériques, et peut-être en Afrique. Voilà ce qui est important. Et c'est ce sur quoi nous devons vraiment travailler. Il faut mettre toute son énergie sur ça, plutôt que de rester dans le commérage en disant oui, tel a fait ci, je vais détruire celui-ci, je vais détruire celui-là. Donc, moi, sincèrement, si j'ai un appel à lancer aujourd'hui, c'est que les forces alliées vraiment se comportent en forces alliées. Il y a déjà des forces politiques qui ont un ancrage territorial. Chacun devra mettre en avant ses compétences, sa cartographie géographique en disant, moi, j'ai suffisamment d'énergie pour pouvoir agir dans telle zone. Moi, j'ai suffisamment d'énergie pour pouvoir agir dans telle zone. Et avec sincérité, avec solidarité et avec vérité, qu'on puisse ensemble avancer et
je pense que le peuple est prêt. Le peuple l'a démontré en refusant de façon presque unanime. Et je ne suis même pas convaincu que ce soit les appels au boycott qui aient fonctionné. Je pense que c'est le peuple lui-même, dans son état d'esprit, je l'avais dit, qui veut une rupture, qui veut qu'on puisse tourner la page. Il faut lui proposer quelque chose qui démontre qu'avec ça, on peut tourner la page et le peuple suivra. Voilà ce que je pense, Amos. Merci infiniment, professeur David Ekwe-Dossé, premier porte-parole du mouvement Front Citoyen Togo Debout, qui est également membre de Tournons la page à l'international. Comme vous n'avez pas assez de temps, vous êtes très occupé, merci. Je rappelle que vous êtes un médecin chirurgien très connu dans la sous-région ouest-africaine. Bravo et à vous l'été, comme on le dit souvent. À très bientôt. Bonsoir. Merci, Amos. Radio à vous l'été. La voix de la résistance africaine. Et vient de nous rejoindre dans cette émission Débat citoyen notre collaborateur Weskal. Bonjour, ou bien bonsoir Weskal. Oui, bonjour, cher collaborateur Sylvain Amos. Bonjour, professeur David, et bonjour à tout le monde. Merci. Alors, vous venez de prendre le terme par rapport à ce débat citoyen qui tourne autour de ces élections municipales boycottées donc par le peuple togolais. Et le professeur David Dossé l'a dit, le peuple a prouvé à montrer un signal fort de rupture totale. Alors, je relance maintenant Coco Philippe Amédodi, puisque la plupart de ces débats aussi, on le voit dans la diaspora togolaise. Vous avez aussi publié très récemment une tribune qui a fait une analyse holistique de ce qui se passe autour de ces élections, aller ou ne pas aller. Philippe Coco Amédodi, rebonsoir. Bonsoir, Sylvain. Alors, vous avez suivi la réaction du professeur Aimé Goguet et du professeur David Ekwe-Dossé. Alors, justement, vous avez suivi de près aussi ces élections municipales et pour le pouvoir, lui ne parle pas encore de boycott. Donc, je sais qu'il a annoncé un taux de participation de près de 55%, ou bien fantaisiste, vous l'avez aussi souligné. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ces élections municipales, la participation de l'opposition? Quelles leçons l'opposition peut-elle en tirer? Comment capitaliser l'attitude du peuple au profit de la mobilisation contre la 5e République? Philippe Coco Amédodi. Merci Sylvain. D'abord, j'aimerais encore saluer la lucidité dont font part nos David Dossé, leader d'organisation de la société civile de défense des droits humains, et le professeur Aimé Goguet, président de la formation politique ADI. J'ai lu avec attention la sortie du professeur Goguet, appelant à prendre en compte l'abstention record des populations togolaises. Les deux invités principaux dans ton émission viennent de le souligner. Et j'entends également et je félicite leur courage à travailler pour que les forces de changement démocratique tournent la page ou bien cessent les invectives, les divisions intestines qui profitent à notre adversaire commun qui est la dictature. Ok, donc c'est une bonne chose. Je crois peut-être rappeler rapidement les chiffres pour les dernières élections, comme certains d'entre nous s'y attendaient, sur les 1527 sièges à pourvoir pour les conseils communaux. UNIR, ou la CENI a déclaré que UNIR avait remporté 1150, soit plus de 75% des sièges. Okay? Dans ces conditions-là, on comprend que la stratégie que UNIR cherche à mettre en place, c'est réellement d'occuper ou bien d'occuper majoritairement ou de façon écrasante toutes les institutions publiques du Togo, parce qu'ils ont l'intention de poursuivre la confiscation de la souveraineté. C'est un défi énorme qui est lancé au peuple togolais, parce que on comprend à partir de dorénavant que les scrutins, ou en tout cas le processus électoral, n'est plus un moyen de conquérir. Donc, en tout cas, UNIR fait en sorte confirme que les élections ne sont plus dorénavant au Togo la voie pour conquérir
le pouvoir politique et l'exercer. À partir de là, comme le professeur David Doucet et le professeur Aimé Gauguin l'ont dit tout à l'heure, il faudrait que nous changions de stratégie. Comment changer cette stratégie? Comment changer de stratégie pour rendre au peuple la souveraineté confisquée, volée, confisquée par UNIR? Je crois que ça sera le cœur du débat que tu engages aujourd'hui, et j'espère qu'on trouvera, sans toutefois dévoiler à l'adversaire les plans à venir, je crois qu'il y a moyen de trouver un chemin vers cette libération dont le peuple aspire depuis des années. Et je salue, en terminant, le courage, l'engagement des activistes des réseaux sociaux et surtout de la jeunesse togolaise qui a compris qu'il faut agir autrement. Le professeur David Doucet l'a dit tout à l'heure, on est au Togo dans un régime de déclaration, de manifestation. On a vu comment le régime fait les prétextes ou les prétextes fallacieux qu'il a toujours trouvés pour empêcher que le peuple manifeste son refus d'être malmené comme il est en train de le faire. Quelqu'un dirait qu'on ne peut pas taper, on ne peut pas violenter un enfant et lui interdire de gémir, voire de pleurer. On est dans cette situation au Togo et je comprends la frustration, voire même la colère du professeur David. On est en face de nous des gens dont on peut douter de leur humanité. J'ai dit la fois dernière, quelqu'un m'a repris, ces gens-là, l'humanité les a quittés. Et lorsque on se retrouve devant des bêtes sauvages, il faut savoir comment agir, sinon on est juste menacé d'être dévoré. À notre tour. Avant de relancer notre chroniqueur, notre collaborateur Wescal, alors j'attends toujours une réponse, Koko Philippe Amédodi. Merci de votre analyse, que je salue d'ailleurs. Alors, quelle leçon l'opposition peut-elle en tirer après ces élections municipales? Le peuple a donné un signal fort, boycott total, rupture totale. Alors, quelle leçon l'opposition doit-elle en tirer et comment capitaliser l'attitude du peuple au profit de la mobilisation contre la 5e République? C'était ma question. Koko Philippe Amédodi. Oui, la leçon, je l'ai dit, peut-être pour la préciser, c'est que le chemin vers la libération du Togo de la dictature, du joug de la dictature, ne se trouve pas dans les urnes. C'est-à-dire dans des élections que la dictature organise au Togo. Il faut trouver un autre chemin. Et je pense, la preuve a été faite en juin dernier, que le plus grand cauchemar d'une dictature, c'est la mobilisation populaire, surtout lorsqu'elle est citoyenne. OK? Donc, je crois que la première leçon que moi je retire, et je pense que le professeur Gauguin et moi, nous sommes d'accord là-dessus, c'est que le peuple a compris, le professeur David Doucet l'a dit également, que ce n'est pas l'appel au boycott qui a induit le taux extraordinaire d'abstention, mais c'est plutôt la compréhension par des Togolais, par des électeurs, que la façon dont le régime procède pour faire en sorte que les élections soient vidées de leur sens, parce que ce qui est proclamé est toujours aux antipodes de ce qui est fait, conduit les gens à ne plus faire attention aux élections au Togo. Et je dis, c'est un danger énorme pour la démocratie au Togo, parce que lorsque les gens ne croient plus en leur capacité ou bien en leur droit, en l'exercice de leur droit de dire leur aspiration, les gens sont tentés d'aller faire autre chose, de trouver d'autres moyens. Et ça, ce n'est pas seulement à la classe politique de l'opposition de l'entendre et d'en tirer des conclusions, comme tu le dis. C'est au pouvoir en place également
d'entendre ce que le peuple est en train de dire, même si leur CENI ou la CENI mise en place aux ordres de fort essaye de maquiller ce désaveu populaire en prétendant que plus de 56% des populations sont parties voter. Si au Togo, ce sont des morts, si au Togo, ce sont des fantômes qui votent, alors je crois qu'on a un problème. C'est-à-dire, même cette institution de la République n'a même plus honte de mentir de façon flagrante par rapport à ce que tous les Togolais ont vu. Donc, on est dans une situation, Sylvain, qui doit interpeller toute la classe politique, aussi bien de l'opposition que ceux qui prétendent gouverner les Togolais, ou en tout cas ceux qui disent qu'ils cherchent le bonheur des Togolais en travaillant quotidiennement à leur malheur. C'est vrai. Alors, Wescal, notre chroniqueur, nous rejoint dans ce débat citoyen. Alors, vous qui nous suivez également sur TikTok Live, vous le savez, tapotez, partagez pour rendre actif ce débat citoyen. Wescal, rebonsoir. Rebonjour, Sylvain Amos. Alors, vous avez suivi surtout ce débat citoyen, professeur David Dossé, et professeur Aimé Tchabouré Gougué et Koko Philippe Amedodi. Alors, je pense que vous avez une question surtout au professeur Tchabouré Gougué qui a participé, son parti a participé à ces élections municipales au Togo. Même on a quand même aussi appris que un de ces candidats a été arrêté par la police, donc Wescal. Tout à fait. Je pense que c'est dans la région ou dans la préfecture de Dani Est, où selon les informations en tout cas que nous avions eues, je cite notre sénateur, comment il s'appelle encore, si tu me rappelles son nom, Sylvain, c'est le sénateur Abbas Kaboua, justement, qui disait qu'il y a un élu municipal de Dadi, du professeur Gougué, qui on a retrouvé avec lui plus de 44 cartes d'électeurs et qu'il a voulu, je pense, bourrer les urnes. Vu que nous avons le professeur Gougué avec nous, est-ce qu'il confirme, professeur, dites-moi, est-ce que vous confirmez ou vous infirmez les dires du sénateur Abbas Kaboua? Professeur Aimé Gougué. J'infirme les informations données par Abbas Kaboua que vous connaissez tous. Ça me surprend qu'il puisse sortir ces énormités. C'est pas bon. C'est pas bon pour la démocratie. C'est ce que nous disons. Vous ne pouvez pas aller continuer à mentir d'une manière éperdue comme ça. C'est pas intéressant pour l'évolution de la société togolaise. Donc je les infirme ces informations. Donc Wescal, vous avez suivi pour professeur Gougué, c'est du mensonge total. Oui, dites-moi, si vous dites que vous infirmez ces informations, donc qui seraient des allégations, est-ce que vous allez donner une suite judiciaire à ça? Du moment que je pense non seulement il ternit l'image de votre candidat du conseil municipal, mais également de votre parti politique. Non, je ne pense pas qu'il faille aller jusque-là, ça lui donner trop de publicité. J'espère que les Togolais ont une lucidité pour comprendre qu'il y a du faux. Comment quelqu'un peut aller trouver jusqu'à 44 cartes d'électeurs de cadavres, dit-il. Ouais, Moi, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'accorder une suite judiciaire parce que ça va perdre du temps, ça va lui donner une publicité que je ne crois pas nécessaire. Ok, merci. En tout cas, nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent savent et connaissent ce monsieur, que c'est un pourvoyeur, c'est un menteur. Donc, ça confirme l'image que nous avons de lui. Maintenant, ma seconde question concerne beaucoup plus le processus électoral. Je pense que c'est depuis 2006-2007 que la classe politique, dans sa grande composition, demandait des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Des réformes que le parti UNIR n'a jamais fait. Et depuis cette période, vous qui êtes les partis politiques, nous avons constaté à chaque fois que vous allez à des élections, et à chaque fois vous nous dites qu'on vous a volé. Mais dites-nous, si à chaque fois que vous appelez le peuple à sortir, on n'arrive pas à garantir les résultats sortis des urnes, est-ce à dire que le peuple ne peut plus avoir confiance non seulement aux instances
là je parle de la CENI, de la Cour constitutionnelle, qui sont censés garantir et dire le droit, mais également vous les partis politiques. Est-ce que demain, si vous appelez encore ce peuple à sortir et à voter, est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Quel est le message que vous avez pour ce peuple? Ok, merci beaucoup pour la question. Ouais, moi, j'ai dit que dans ma dernière, en tout cas, je ne sais pas si c'est dans ma dernière sortie, j'ai dit que les élections, si ce régime reste en place encore, ce que nous ne souhaitons pas, nous n'aurons pas d'élections d'ici 5 ans. Donc, c'est pourquoi je dis vaut mieux ne plus parler d'élections. Mais c'est clair que chaque fois, à chaque occasion, à chaque élection, les organisations de l'opposition, les partis politiques, la société civile revendiquent toujours le changement du cadre électoral. Mais malheureusement, UNIR ne l'a jamais accepté. Cette année encore, c'est pire. Le cadre électoral avec lequel nous sommes partis de ces élections ne cadre pas du tout avec même les textes. Disons, la CENI devait être changée depuis 2 ans. Ils n'ont pas fait parce que ça a les avantages. Ça permet à des partis qui ne sont pas au Parlement, qui n'ont aucun élu, d'avoir beaucoup plus de représentants, de CELI que les partis parlementaires. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Ils ont mis en place d'autres personnes pour appuyer des CELI, alors que ces personnes sont du NIR, alors que l'UNIR est surreprésentée dans les CELI, dans la CELI, plus que les partis d'opposition. En dehors de ça, ils ajoutent d'autres personnes qui sont de la CELI et du NIR. Donc, vraiment, ça ne va pas du tout. Donc, c'est difficile. Moi, j'ai toujours dit que les élections, nous y allons parce que nous ne croyons pas. J'ai jamais cru que les élections vont permettre à l'opposition d'avoir l'alternance dans un système dictatorial autoritaire comme le nôtre. Parce qu'ils feront tout par les cadres institutionnels, par la violence, par les moyens financiers qu'ils ont pour changer les résultats des urnes. Mais ça ne peut être un moyen de changement que si ça permet à la population de se révolter. La population nous l'a fait sentir actuellement, mais la population n'est pas allée dans le sens d'une révolte. Elle est allée dans une révolte silencieuse. Mais si ça avait amené la population à se révolter ouvertement, nous aurons pu voir ce que ça va donner. Mais c'est certain que si aujourd'hui on appelle la population à aller aux élections, on l'a vu dès le 17 juillet, elle n'est pas prête à le faire. Ça, nous en sommes conscients. Or, pour que les élections donnent ce que moi je pense, déclenche quelque chose, il faut que la population soit prête à le manifester d'une manière ouverte. Mais la population n'était pas prête à le manifester de manière ouverte. Sylvain Amoussa. Oui. Est-ce que Sylvain Amoussa, vous permettez que je pose une énième question parce que il a dit tout à l'heure que le cadre électoral ne permet pas à la classe politique ou à l'opposition d'arriver au pouvoir. Et puis, il a également dit que le cadre électoral, en fait, même les tests qui régissent les élections ne sont pas respectés. Mais si tel est le cas, là, je vous pose la question, monsieur le professeur Goguet, comme étant le chef de file de l'opposition. Mais pourquoi, si vous savez que le cadre électoral n'est pas respecté, le cadre électoral ne vous permet pas, en tant que parti d'opposition, de faire bouger les lignes? Mais pourquoi allez-vous aux élections alors? Est-ce que aller aux élections dans ce contexte ne permet pas simplement d'accompagner le régime? Non, je l'ai dit à plusieurs reprises. Non, pas maintenant, je l'ai dit il y a au moins 10 ans. Que pour moi, les élections constituent un moyen, la campagne électorale notamment, constitue une occasion pour l'opposition de parler, d'être en contact avec la population. Ce que nous ne pouvons pas faire durant les périodes, hors période électorale, nous pouvons le faire durant la période électorale. Nous pouvons faire des meetings tout le temps, toute la journée, dans n'importe quelle localité. Ce que nous ne pouvons pas faire durant la période électorale, hors électorale. Nous avons la possibilité de sensibiliser la population, même dire est-ce que c'est sensibiliser encore, puisque le Togolais est conscient du contexte dans lequel il vit. Nous pensons, elle dit. Donc, nous pensons que cette période peut nous amener à réveiller la conscience de la population pour qu'elle puisse être en mesure de manifester ouvertement contre ce régime. Ce n'est pas nécessairement pour gagner des sièges que nous allons aux élections. En tout cas, au niveau de Adi, ce n'est pas nécessairement pour gagner des sièges, mais c'est pour amener la population à être prête à se révolter contre le régime
elle va faire cette manifestation. Est-ce que pendant les campagnes, vous avez passé ces messages aux populations? Bien sûr, nous l'avons. C'est ce message que nous pensons aux gens. Nous ne pensons pas aux gens de dire que votez pour nous nécessairement, mais c'est d'être prêt à se révolter le jour-là, à défendre ces résultats. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, si dans chaque bureau de vote, la population est prête à refuser des faux résultats. Vous voyez ce que ça peut donner dans chaque bureau de vote si la population arrive à le faire. Mais malheureusement, nous n'avons pas réussi à réveiller la population pour aller jusque-là. C'est ça le problème que nous avons. D'accord. Nous disons que, compte tenu du fait que la population n'est pas prête à aller jusque-là, vaut mieux ne plus accorder une importance aux élections. Et nous avons 5 ans pour y réfléchir, en espérant que si le gouvernement, le régime change avant, bon, c'est réglé. Mais nous avons 5 ans avec ce régime il n'y aura pas d'élection. Donc, nous avons le temps de réfléchir à d'autres stratégies. D'accord. Alors, Wascal, je vais vous redonner la parole tout à l'heure. Je pense que si, oui. Je pense que oui. Alors, professeur Aimé Gougué, on va vous taquiner un petit peu puisque vous êtes actuellement le seul parti politique dans cette émission, débat citoyen, à participer à ces élections. Donc, on peut comprendre un petit peu votre réaction, mais vous savez que le peuple togolais est témoin des refus systématiques et des intransigences du Parti uni à faire des élections un mode de conquête du pouvoir politique au Togo. À l'image d'autres leaders de l'opposition, dont la notoriété et respectabilité ont été minutieusement sapées et sabotées par Faure Gnassingbé. Alors, n'y a-t-il pas à craindre que l'opposition togolaise soit accusée d'avoir conduit la lutte de libération dans l'impasse totale? Bon, il faut reconnaître que nous avons échoué. Nous ne pouvons pas dire autre chose. Nous cherchons quelque chose que nous n'avons pas obtenu. C'est vrai que nous avons échoué, mais est-ce qu'on l'a conduit dans une impasse totale? Mais je crois que la première chose, je le dis souvent également, qu'à cette étape de la lutte, ce n'est pas les partis politiques qui devaient la conduire. Bon, le professeur de vient de parti probablement. Nous disons que cette étape de la lutte devrait être menée par la société civile. C'est une lutte citoyenne que nous devons faire actuellement. La mise en place des institutions, la lutte pour les droits fondamentaux de la population. Ça ne dépend pas exclusivement, même pas, ça dépend minoritairement des partis politiques. Mais c'est parce que la société civile, la lutte citoyenne n'a pas pris que les partis politiques sont en avant. Donc, si on comprend ça dans ce sens, il va de soi que les partis politiques ont leur rôle à jouer. Les partis politiques n'ont pas échoué. Lorsqu'on parle du cadre électoral, vous dites chaque fois on a échoué à ça. Ce n'est pas en tant que citoyen, chaque citoyen doit travailler pour que son vote compte. Ce n'est pas nécessairement un parti politique. Chaque citoyen doit travailler pour ça. Donc la lutte pour l'amélioration du cadre électoral ne devrait pas revenir seulement à la classe politique. Ça doit revenir de l'opposition notamment. Ça doit revenir à chaque citoyen pour que son vote compte. Si les citoyens ne le font pas, les partis politiques ne le font pas et échouent. Et si les partis politiques le font, mais échouent, bon, je ne pense pas que la responsabilité revient totalement aux partis politiques. Ça revient à tout citoyen, dans la mesure où les citoyens n'ont pas suffisamment lutté pour que nous ayons un cadre électoral, des lois de protection des citoyens corrects. Voilà. D'accord. Alors, nous sommes dans un débat citoyen. On peut se contredire, mais d'une manière stratégique aussi. Alors, je ne sais pas si Philippe Kokoua Médodi, dans ce débat citoyen, est satisfait de votre réaction, de la réaction du professeur Aimé Tchabouré-Gougué. Philippe Médodi, vous l'avez suivi, votre réaction? Écoutez, Sylvain, nous sommes dans un débat et je crois que personne ne peut reprocher au professeur Aimé Gougué sa sincérité. Ok. Peu sont les leaders politiques togolais qui ont le courage de reconnaître les failles, ok, ou voire même les échecs dans la lutte. Mais ce que j'apprécie et que j'ai toujours dit, c'est ce que le professeur vient de dire tout à l'heure. Le Togo n'appartient pas plus aux leaders politiques que nous autres, les citoyens. Donc, et comme feu Monseigneur Nicodème Barriga l'a dit, chaque Togolais doit faire sa part. On ne peut pas se croiser les mains, les bras et dire que l'opposition doit aller nous décrocher la lune. C'est pas possible.
de deux choses l'une. Soit on dit, excusez-moi pour la coupure, vous m'entendez? Je vous entends, allez-y seulement. Oui, j'entends, oui. Soit nous prenons nos responsabilités en tant que citoyens et nous travaillons également à la libération de ce pays, ou bien nous, par cupidité ou bien par paresse, nous confions la lutte aux partis politiques et ne venons pas pleurer. On ne peut pas, dans la dictature qui est imposée par la famille Gnassingbé depuis plus de 60 ans au Togo, dire que il revient seulement aux formations politiques dont les leaders sont également des citoyens, d'aller uniquement. Philippe Kokoa Médodi, ce n'est pas pour tirer à boulet rouge sur les leaders politiques au Togo. Donc nous sommes la voix des sans-voix. On reçoit beaucoup de messages. Certains Togolais, mais beaucoup de Togolais sont en colère. Rupture totale, perte de confiance aux leaders de l'opposition. Vous pensez vraiment que l'opposition togolaise a assez donné dans cette lutte et qu'il revient maintenant à nous Togolais lambda d'accompagner, d'appuyer beaucoup plus les leaders de l'opposition? Sylvain, si chaque Togolais pouvait faire 1/5 de ce que les leaders ont fait, la dictature aurait pris fin au Togo depuis longtemps. Je répète, si chaque Togolais ordinaire pourrait faire ne serait-ce que 5% de ce que les leaders politiques ont fait, on aurait pu finir avec la dictature au Togo. Moi, je le dis, je suis constant. Allez écouter tous mes messages depuis que je me suis engagé. Il n'est pas normal que nous soyons là à reprocher aux leaders de ne pas faire ce que nous, citoyens, nous refusons de faire. C'est de la fumisterie. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas le faire? Les leaders politiques sont des dieux, sont des demi-dieux. Pour réussir là où nous refusons de nous engager, alors le message à faire passer, je vous dis, Sylvain, c'est que les citoyens s'engagent également. Le Togo n'appartient pas aux leaders politiques ni aux leaders des organisations politiques. Il nous appartient à tous. Et cette lutte-là, tant qu'elle ne s'engage pas dans une dynamique citoyenne et populaire, nous aurons du mal à la gagner. Moi, c'est mon message et je suis ferme là-dessus. Je suis content que de plus en plus de Togolais sont en train de comprendre cela et j'espère que dans les jours et semaines à venir, cette pression populaire et citoyenne va s'accentuer pour démontrer à fort que nous avons compris son jeu et que nous ne nous laisserons plus duper par son stratagème. D'accord. Alors, Weskal, est-ce que vous avez encore une préoccupation à soumettre soit au professeur Aimé Tchaboué Gougué ou bien pour relancer Kokou Philippe Médodi qui est membre de la diaspora togolaise en Belgique? Weskal. Tout à fait. Je salue de passage mon frère et ami Philippe. Une petite préoccupation. Donc, et c'est également la préoccupation d'une de nos auditrices. Parce que dans le développement du professeur Gougué, j'ai cru comprendre qu'il est conscient que on ne peut pas faire la même chose et espérer un résultat différent. Donc, ça veut dire qu'ils étaient conscients qu'en allant à ces élections, ils n'auront pas un résultat meilleur. Ils vont se faire voler, UNIR va encore voler tout le monde, UNIR aura encore la majorité. Mais si tel est le cas, et comme il l'a dit, il dit qu'ils vont plutôt à ces élections pour sensibiliser. Mais un parti politique légalement constitué a tout le temps pour se rapprocher de sa base, à travers que ce soit à travers des sensibilisations, des meetings et tout. Mais ah là là, votre réseau. Par exemple, le chef de l'État. Vous m'entendez? Oui, votre réseau flotte un petit peu, mais allez-y. Ok, désolé. Je disais que durant la campagne électorale, est normalement fait que pour sensibiliser et développer son programme de société ou son programme politique.
Mais le contribuable donne de l'argent à travers l'État, à travers le trésor public, à travers la caisse de l'État pour qu'il y ait des élections. Et quand un parti politique des élections, honnêtement, c'est pour les gagner. Ce n'est pas pour devenir un figurant ou pour accompagner le régime. Mais moi, ici, Oueskal, en tant que simple citoyen, j'entends mon leader politique qui me dit, vous savez que si on, tout compte fait, si on va à ces élections, on ne va jamais pouvoir gagner. Mais demain, si le même dirigeant ou le même leader m'appelle, durant encore des campagnes, je ne répondrai même pas. Est-ce que ce message, ce n'est pas pour décourager le peuple? Ça, c'est ma question. Mais là où je suis aussi d'accord maintenant avec Philippe Medodi, c'est que, comme Monseigneur Barriga l'a dit, il revient à chaque citoyen. Il revient à tout le monde, d'abord de faire sa part, d'écrire sa propre histoire. Que ce soit à travers la lutte citoyenne, à travers les élections et à travers la défense même des pouvoirs. Parce que si tu es un peuple et que tu votes, il te revient à toi personnellement de sortir et de défendre ta propre voix. Mais bon, voilà ma question ou ma préoccupation par rapport au professeur Aimé Gogué. Professeur Aimé Gogué, vous avez suivi l'inquiétude soulignée tout à l'heure par notre collaborateur Oueskal. Oui, j'ai suivi. Non, si vous suivez la scène politique togolaise, lorsque en période hors électorale, moi, je parcours le pays pour sensibiliser les citoyens sur le programme du parti, etc. Mais durant les élections, ce que nous faisons surtout, en tout cas durant cette période électorale, durant la campagne électorale passée, avant également, mais cette fois-ci, c'est vrai que, comme je l'ai dit, je suis conscient qu'il y a les fraudes, qu'il va y avoir violence, etc. Mais ce que j'ai demandé à mes militants avant de prendre l'engagement d'aller à ces élections, vous ne le savez pas, on a eu des débats très houleux au niveau du parti. Pendant, si vous savez, vous savez que le parti n'a même pas commencé la campagne tard. Mais parce que je leur demandais, est-ce que vous êtes prêts à vous engager, à lutter, même physiquement, contre les militants d'Uni? C'est lorsqu'il y a eu un consensus qui s'est dégagé que nous avons pris l'engagement d'aller aux élections. Donc, ne croyez pas que je le sais a priori qu'ils vont le faire, qu'Uni aura un tel comportement, mais c'est de savoir quelle réaction attitude adoptée la population aura vis-à-vis de ce comportement. Et parlant justement de ça, on a appris qu'un de vos candidats, donc il a été arrêté par la police à Dapaon, si je me trompe. C'est à Barkwasi. À Barkwasi. Oui, au nord, à Barkwasi, un candidat d'ailleurs a été arrêté et parce qu'il résistait à chose comment on appelle au bourrage des urnes. Et c'est là qu'il a été arrêté parce que dans ce mouvement, il y a l'urne qui a été cassée. On l'a accusé plutôt d'avoir cassé l'urne, alors que ce n'était pas le cas. Si vous le voyez physiquement, vis-à-vis des autres qui étaient là pour bourrer les urnes, vous comprendrez qu'il y a un problème de manipulation. Mais ce qui a été plus grave, c'est qu'un militant a été blessé, une autre tabassée, et la police les a arrêtés, mais les a libérés. Moi, j'ai demandé qu'on porte plainte, on verra jusqu'où ça va aller. Il faut poursuivre, il faut continuer à mener ces actions. Ce n'est pas là seulement, il y a eu d'autres cas. Avant. Est-ce que votre candidat a été libéré? Oui, il a été libéré, je crois, le dimanche. Il a été arrêté le jeudi, je crois, le samedi ou le dimanche, il a été libéré. Donc ça, c'est réglé. Mais le cas où on a baissé un candidat, on a tabassé une autre, là aussi, il faudra que les militants d'Uni soient sévèrement sanctionnés selon la loi. Donc pour nous, même si je sais ça, mais je crois que la population, parce que c'est comme si nous sommes des parents, ton enfant revient tous les jours, dit à telle personne me tabasse, l'enfant là me tabasse, mais tu vas dire à ton enfant d'aller à l'école et de résister, de montrer que lui aussi il a une force physique pour résister. Bon, malheureusement, j'ai constaté que la population n'est pas encore prête à résister. Tout ce que nous disons à la population, lorsque vous allez aux élections, il faut que vous soyez prêts à défendre les résultats. Mais si vous le faites dans chaque bureau de vote, vous voyez ce que ça peut donner. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, professeur Aimé Gogué. Nous tirons pratiquement vers la fin de ce débat citoyen. Ça va
continuer justement sur notre compte TikTok. Donc, nous vous demandons de tapoter, partager pour rendre actif ce débat citoyen sur Radio Canal K, sur Radio Avouleté. Alors, Coco Philippe Medoudi, pour conclure ce débat citoyen avec vous. Alors, que direz-vous pour conclure ce débat citoyen? Alors, que comprendre du faible taux de participation du peuple aux élections municipales? Quelles leçons l'opposition peut-elle en tirer? Et comment capitaliser l'attitude du peuple au profit de la mobilisation contre la 5e République? Philippe Coco Medoudi, pour conclure ce débat citoyen. Oui, j'aimerais encore rappeler à nos concitoyens que l'attitude des partis politiques de l'opposition qui ont appelé à participer à cette élection n'est pas en soi criminalisable. Le professeur Aimé Gougué l'a dit à plusieurs reprises. Comme la dictature n'autorisait aucune démarche ou aucune occasion à ces partis-là de sensibiliser le peuple, les campagnes électorales deviennent du coup un cadre qui offre aux leaders politiques de faire ce travail de sensibilisation. Donc, il faut comprendre que c'est aussi une démarche, une stratégie de contourner la tactique du régime. Vous le pensez vraiment? Vous le pensez vraiment? Je peux vous poser une question que posent beaucoup de Togolais. Permettez-moi cette tautologie quand même. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'amadouer un petit peu les leaders de l'opposition qui ont décidé d'aller à ces élections quand même? Qu'est-ce que ça me rapporte d'amadouer l'opposition? Moi, je constate, je suis Togolais, je constate que depuis un certain temps, en tout cas depuis 2020, la dictature de Faure n'autorise plus aucun meeting. On a même vu avec la façon dont les miliciens de l'UNIR ont tabassé un élu sénégalais. Donc, lorsqu'on se retrouve dans cette situation où la dictature empêche toute voix dissonante, ok, même qui organise, je vous rappelle même le déploiement des militaires pour empêcher une conférence des leaders politiques au lendemain du changement de la modification de la Constitution. Vous voyez? Donc, il faut trouver une solution. Donc, ne reprochons pas aux partis politiques qui ont appelé leurs militants d'aller voter, ne leur reprochons pas tout et rien. À un moment donné, il faut savoir contourner les pièges ou en tout cas les interdictions de la dictature. C'est dans cette logique que le professeur Gougué nous a dit et expliqué à plusieurs reprises qu'ils ont trouvé quand même intéressant de prendre cela comme une occasion de sensibilisation. Maintenant, le professeur Gougué lui-même a reconnu que le peuple, malheureusement, a compris que au-delà de cette sensibilisation, se présenter dans les urnes le jour des élections ne servait à rien parce que les résultats sont systématiquement tronqués et truqués. D'accord? Donc, c'est deux choses qu'il faut assimiler et comprendre. Maintenant, pour conclure, moi, je pense et je reste convaincu au regard de la façon dont les élections sont planifiées, organisées, volées, truquées, tronquées au Togo, qu'il y a une autre façon de faire. L'autre façon de faire, c'est appeler à la mobilisation populaire et citoyenne. Une mobilisation qui ne s'embarrasse plus de ces exigences ou intransigences ou bien même de ces superfiges du régime pour empêcher toute voix dissonante de se faire entendre. Une mobilisation citoyenne spontanée n'attend pas que les pouvoirs publics lui donnent l'autorisation de descendre dans la rue. Lorsqu'on a faim chez soi, lorsqu'on a soif d'eau potable, on ne peut pas se permettre d'attendre que nos gouvernants, qui pendant 20 ans, voire plus, font semblant de ne pas comprendre la souffrance et la douleur du peuple, on ne leur demande plus d'autorisation avant de descendre dans la rue. C'est dans cette voie, c'est dans cette direction qu'il convient d'aller
les jours et semaines à venir. Merci. Merci infiniment. Alors, notre collaborateur, notre chroniqueur, Wescal, votre réaction pour conclure ce débat citoyen dans la première partie de cette émission. Ce débat citoyen, on va continuer sur TikTok Live également. Wescal. Je remercie nos invités et les panélistes pour leur intervention, le débat très, très enrichissant. Moi, j'aurais qu'un seul mot. Je demanderais, vu que la classe politique ou nos leaders trouvent qu'ils sont impuissants face à la mascarade de ce régime, face à la fraude massive des élections, donc ça veut dire qu'il ne pourra pas y avoir une révolution électorale. Donc, je leur demande, aussi bien aux partis d'opposition et aux organisations et associations de la société civile, de faire une réelle réflexion le lendemain de ces élections et de voir, pourquoi pas, dans quelle mesure appeler le peuple même à faire une révolution populaire. De toute façon, ils ont essayé par la révolution électorale, ça n'a pas marché. Donc, je leur demande aujourd'hui à sortir et à appuyer la lutte citoyenne pour que le peuple puisse prendre son destin en main. Mais je les remercie quand même pour tout ce qu'ils font et merci pour leur présence. Merci beaucoup Wescal. Si tout va bien, on se rejoint tout à l'heure également sur TikTok Live pour ouvrir le débat avec nos invités. Et si tout va bien également, on va nous rejoindre depuis Lomé, professeur Komi Olu du parti politique PSR. Alors ma dernière préoccupation au professeur Metabou Gogué en guise de conclusion. Alors professeur Gogué, à l'appel des artistes et activistes, blogueurs au niveau du mouvement M106, une partie de la jeunesse togolaise a choisi de reprendre la mobilisation populaire et citoyenne. Alors même si les manifestations pacifiques organisées en juin dernier ont été violemment réprimées par des miliciens armés et les militaires, la mobilisation populaire citoyenne continue à s'organiser et reçoit sa langue de bois le soutien de la diaspora. Alors professeur Gogué, pour conclure sa langue de bois, alors pensez-vous au regard des résultats truqués des communales du 17 juillet dernier, qu'il est temps de travailler à une jonction entre la mobilisation populaire et la lutte politique menée par les formations politiques au Togo. Merci Amos. Je tiens à remercier Philippe et votre collaborateur pour leur sortie. Également David Dosset qui a fixé le décor au début de cette émission. Non, je vous dis, objectivement ou bien réellement, pratiquement, il n'y aura pas d'élection d'ici 5 ans. Donc, nous ne pouvons plus, il ne faut plus parler d'élection, il ne faut plus parler de révolution électorale. Ça ne va pas exister d'ici 5 ans, si le régime ne part pas avant. Donc, quelle autre voie il nous reste? La seule voie qui reste, c'est la mobilisation populaire. C'est ça qui nous reste. Nous ne pouvons pas parler. Bon, nous allons continuer les partis politiques, du moins à dire notamment, nous allons continuer à sensibiliser la population, mais à sensibiliser la population sur le contexte dans lequel elle vit, sur les conditions, sur la mauvaise gouvernance, etc., qui est connu, celui-ci est connu par par la grande majorité de la population, ceci est connu par les blogueurs, etc. Donc, nous allons continuer notre service. Si ça peut contribuer à une meilleure mobilisation de la population, je crois que c'est une bonne chose. C'est sur cet axe que nous allons travailler. Donc, il y a convergence d'idées. Puisque nous allons oublier les élections, parce que nous n'allons pas mettre en parenthèse la vie politique, la vie au Togo, en attendant les élections. Nous allons continuer de travailler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour que cela marche, David l'a dit dès le début, clairement, nous devons cesser de nous diviser, d'insister sur les choses qui nous divisent. Et nous, à l'intérieur de l'opposition, nous ne pouvons réussir cette mobilisation générale que si la population trouve une certaine unité dans nos paroles, dans nos actions. Je crois que c'est important, vraiment, j'en supplie, les leaders d'opinion, les blogueurs, parce que les blogueurs aussi le font, les blogueurs, les leaders politiques, etc., à cesser cette œuvre qui n'a pour but que de diviser ou bien de positionner certains leaders. C'est totalement négatif, c'est totalement destructeur de notre lutte. Voilà, donc j'appelle les gens à devenir plus conciliants et à savoir que chacun, beaucoup d'entre nous, parce qu'actuellement, surtout depuis le 3 mai, on sait quel parti politique est contre ou pour la constitution de la 5e République. Donc, il ne faut plus chercher à faire des diables des gens qui sont corrects, etc. Ce n'est pas une bonne chose, ça ne nous sert pas du tout. Si nous nous divisons,
comme le disent certains, l'ennemi profite pour s'infiltrer. Je crois que c'est très mauvais. Donc, on ne parle plus d'élections. On ne perd plus du temps à critiquer les participationnistes ou les non-participationnistes. Concentrons-nous sur la mobilisation, sur les actions qui vont mobiliser la population en évitant la division de l'opposition. Voilà. Merci infiniment. C'est très sage. Et votre message, ou bien votre conclusion. Merci infiniment, professeur Aimé Gogué. Je rappelle que vous êtes président de l'Alliance des démocrates pour un développement intégral à ADI. Et merci d'avoir participé à ce débat citoyen qui continue d'ailleurs sur TikTok Live. Continuez à tapoter, partager. Merci infiniment et à très bientôt. Bonsoir. Bonsoir. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.